Bonjour et bienvenue à vous dans ce podcast qui est d'ailleurs le tout premier que je propose. Alors j'avoue, je suis un petit peu nerveuse. Mais j'ai l'élan de contribuer à apporter un peu de clarté et à explorer avec vous la question de l'égoïsme dans le développement personnel. Et si je fais ça, c'est parce que en fait j'entends souvent dire que les gens qui pratiquent le développement personnel sont égoïstes, qui s'intéressent qu'à eux-mêmes. En gros, ils sont tellement affranchis, entre guillemets, que ils considèrent plus les autres, ils mènent leur vie comme bon leur semble, ils se concentrent seulement sur leurs propres intérêts, etc. C'est des gens qui ont lu des livres du genre « Cessez d'être gentil, soyez vrai »,« L'art subtil de s'en foutre » ou encore « Je suis comme je suis ». C'est des gens qui nous disent non et qui vont nous servir des phrases du style « ça t'appartient ». Et ouais, ça peut hérisser le poil, il faut bien l'avouer. Mais en réalité, les gens comme ça ne sont pas forcément les meilleurs représentants des gens qui sont sur des chemins de conscience. J'ai envie de dire, en gros, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément avare, et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va forcément être généreux et altruiste. J'ai même envie de dire, finalement, les gens, les personnages, même les célébrités qui ont un niveau de conscience vraiment très élevé, c'est des exemples au niveau de l'altruisme, de la bienveillance, de la compassion, même de la résilience et la générosité. Si on prend Gandhi, le Dalai Lama, Mandela, et bien même des gens plus proches de nous qui sont parfaitement en vie, comme Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, Christophe André, Issa Padovani, enfin voilà, tous ces gens-là, faut bien s'imaginer qu'ils ont travaillé extrêmement profondément pour déployer en fait toutes ces belles qualités. Et c'est des gens qui sont pas juste nés comme ça. C'est des gens qui ont dû plonger dans les profondeurs les plus sombres de leur âme pour en fait y amener de la lumière. Alors, est-ce que finalement et ces grandes figures sont égoïstes? Forcément, je ne crois pas. Donc, on aura compris, pour en arriver là, il faut travailler sur soi. Ok, bon. Mais ça va amener quoi, en fait, le travail sur soi? Alors, pour moi, c'est une direction qui va plutôt nous rapprocher d'une forme d'amour inconditionnel de soi à soi. Mais attention, parce que ici, on va pas parler justement d'une forme d'amour égotique qui ferait que, on se sent meilleur que les autres, supérieur aux autres, du style moi j'ai besoin de rien, ni de personne. Non, en fait, c'est vraiment tout autre chose, mais ce qui vient perturber toute l'histoire, en fait, c'est notre ego. C'est lui qui vient interférer avec nos belles aspirations. Et justement, on va en parler de l'ego parce que, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être la plus concise possible. Parce que c'est impossible, en fait, de parler d'amour de soi sans parler de l'ego. Et en réalité, plus l'amour véritable de soi-même se développe, plus l'ego va s'apaiser. Donc c'est justement tout le contraire de ce qu'on peut s'imaginer quand on n'est pas sur un chemin de développement personnel. Si on imagine que travailler l'amour de soi, ça va en fait renforcer l'ego, puis que ça va nous rendre hautains, suffisants, égoïstes et j'en passe, alors c'est justement qu'on n'a pas compris l'essence même du travail sur soi. Donc parlons de l'ego. L'ego, il nous est livré avec notre condition humaine au même titre que notre squelette, ça fait partie du package. On s'incarne, et bam, on te donne un squelette et un ego, et va falloir faire avec. Donc c'est utopique, c'est complètement utopique d'imaginer qu'on peut tuer l'ego ou qu'on peut s'en débarrasser. Finalement, peu importe notre stade d'évolution, l'ego, il va continuer à se manifester. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on chemine en conscience, moins il va dicter nos actes, et moins il va nous affecter, et moins il va se manifester. Mais l'ego, c'est quoi au juste, hein? On va déjà essayer de trouver une définition, et puis il y a 1000 façons de parler de l'ego, mais si je veux essayer de donner une définition qui soit la plus simple possible, je dirais que l'ego,
c'est une part de nous qui recherche par tous les moyens à être aimé. Et malheureusement, les stratégies que l'ego utilise pour se sentir aimé, comment dire, elles sont rarement à notre service et puis souvent elles vont provoquer en fait l'effet inverse. Par exemple, on peut avoir tendance à vouloir monopoliser toute l'attention quand on est avec des gens, étaler sa science, mais pas forcément genre je sais, mais juste comme ça, un peu totalement inconsciemment même, mais étaler un petit peu son savoir, son expérience, ou alors plus retors aussi, parce que c'est hyper violent envers soi-même. On va se comparer aux autres, comme pour en fait vérifier notre propre valeur. Genre, il a peut-être du fric et une grosse bagnole, mais en attendant, il se couche quand même tout seul le soir. Et dans cet exemple, en fait, on va essayer de se rassurer sur le fait que même si l'autre possède quelque chose qu'on n'a pas, donc une grosse bagnole, de l'argent, etc., et que peut-être on aimerait avoir, nous, au moins, on a une compagne, un compagnon, et donc on est censé être plus heureux. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va se raconter, pour essayer de se rassurer, mais on est quand même en train de se donner une espèce des points de valeur par rapport à une référence externe. Donc voilà, l'ego, il va nous rendre jaloux, possessifs, il va faire qu'on veut avoir raison, qu'on montre ses richesses outre mesure, etc. Et tous ces comportements, en fait, ils ont vraiment un seul et même but, c'est se sentir reconnu, se sentir valorisé, intéressant, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça nous apporte d'être reconnu, valorisé, d'avoir du pouvoir, d'être quelqu'un d'intéressant, même d'être peut-être quelqu'un d'unique, d'inoubliable, et j'en passe. Ça va nous apporter une sensation d'être aimé. Si on est intéressant, on va être quelqu'un qu'on peut aimer. Si on a de la valeur vis-à-vis des autres, on va nous aimer. Et ça, en fait, c'est parce que, justement, tout ce qu'on recherche sans cesse depuis qu'on est tout petit, c'est d'être aimé. Parce qu'il faut bien se dire que si un bébé, il n'est pas aimé, il meurt. S'il n'y avait pas l'amour du parent pour son bébé, on ne supporterait pas les pleurs incessantes, on ne supporterait pas de devoir constamment subvenir à ses besoins, le nourrir, changer sa couche, faire des nuits blanches, etc. Tout ça, c'est possible uniquement parce que le bébé est aimé. Donc c'est son moyen de survie. Donc en fait, ce besoin d'amour, il reste vraiment hyper ancré en nous tout au long de notre vie. Et puis il y a une espèce de croyance en fait qui découle de ça, qui dit que si on m'aime pas, je meurs. Voilà. Maintenant le problème à l'âge adulte, c'est que cet ego, il va continuer à se comporter comme un petit, comme un enfant. Donc en fait, il va chercher à nourrir son besoin d'amour exclusivement par des sources extérieures. Et pour ça, il utilise des stratégies qui, ma foi, la plupart du temps, elles sont tragiques parce qu'elles permettent au mieux de ressentir de l'amour, mais de façon un peu éphémère et souvent insatiable. Et au pire, ça va produire l'effet inverse. Par exemple, dans le couple, plus je cherche à être sûre d'être aimée par mon partenaire, plus j'aurai besoin qu'il me rassure, plus j'aurai besoin peut-être de le contrôler, de voir si... de temps en temps dans ses messages, s'il n'est pas en train de faire autre chose. Je vais peut-être être jalouse, je vais devenir plus demandeuse. Et en fait, tout ça fait que je deviens un puits sans fond impossible à combler, même si l'autre, il est tout à fait bienveillant. Et au final, donc je risque, avec ces comportements-là qui ne visent qu'à obtenir de l'amour de l'autre, je risque plutôt de l'étouffer et de le faire fuir, en fait. Autre exemple aussi, si par exemple le fait de posséder une voiture de luxe, ça me donne un sentiment de réussite, ça me donne l'impression d'appartenir à une certaine catégorie de personnes, à des pairs, ça me permet de montrer que j'ai du goût. Alors, dans un cas comme ça, je suis probablement en train de rechercher la reconnaissance des autres, et cette reconnaissance, elle va permettre de valider le fait que j'ai une certaine valeur et donc que je suis aimable, mais dans le sens que je suis quelqu'un qu'on peut aimer. Alors avec ces deux exemples, on
peut dire quelque part, on peut en tirer la conclusion que si les autres m'aiment, je m'aime et je me sens bien. Et si les autres ne m'aiment pas, je me sens pas bien. Et là, bon, peut-être que vous êtes en train de vous dire que ces exemples, c'est un petit peu des cas extrêmes parce que voilà, la plupart des gens n'agissent pas comme ça. On n'est pas tous super jaloux, puis on n'a pas tous besoin de montrer qu'on a une grosse voiture, etc. Vous dites certainement que vous, vous agissez pas comme ça. Et peut-être même que vous vous dites en fait que si on s'aime pleinement, et donc qu'on recherche plus la reconnaissance ou l'amour des autres, peut-être que vous imaginez en fait que finalement, plus personne ne fera aucun effort pour être apprécié, puis qu'on deviendra tous des gros égoïstes, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, si vous vous dites ça, peut-être que c'est justement votre ego qui se manifeste. Parce que cet ego, on n'oublie pas que sa plus grande peur, c'est de ne pas être aimé des autres. Et que donc, si les autres n'ont plus besoin de votre considération, de votre regard positif, de vos encouragements, de votre soutien et de votre amour, alors est-ce que eux continueront à vous donner de l'amour ? Ça, c'est une question, voilà, c'est vrai. Si l'autre a plus besoin de moi pour se sentir valorisé, est-ce qu'il va continuer à me donner de l'amour ? Donc, voilà, dans un cas comme ça, l'ego, il va se manifester un peu de façon très subtile, en fait, parce qu'il va se cacher derrière un personnage qui se croit altruiste. Mais c'est encore et toujours l'ego qui réclame de l'amour. Et avec chaque manifestation de l'ego, il y a quasiment toujours une forme de souffrance, d'agacement, de jugement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que c'est l'ego qui est en jeu. Parce que si vous imaginez que les gens qui travaillent sur eux-mêmes sont des égoïstes, en fait, ils vont passer, entre guillemets, dans le camp des méchants. Et donc, ils vous stimulent, ils vous agacent, ils ont tort, ils font faux. Et là, c'est comme ça qu'en fait, qu'on va reconnaître que le mouvement qui vous anime, ça part de l'ego et que c'est pas un véritable altruisme. Voilà. Maintenant, j'aimerais un petit peu détailler puis expliquer pourquoi le travail sur soi, le développement personnel, le développement de conscience et même jusqu'à la spiritualité, ça va amener en fait vers la compassion, vers l'empathie, et puis ça va développer notre élan de contribution, et puis justement, ça va nous éloigner des attitudes égocentrées. Alors pour ça, j'aime bien parler avec cet exemple de l'avion qui est en train de se crasher. Si ça arrive, j'ai 3 options. Je peux commencer par essayer de sauver les gens. Je vais donner mon masque à gaz à quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un que j'estime plus vulnérable que moi. Et là, je vais peut-être pouvoir aider 1 ou 2 personnes et puis je vais tomber dans les vapes parce que j'aurai plus d'oxygène. Je meurs en martyr. Et ça, c'est hyper valorisé. On est le héros, on a la reconnaissance absolue. Mais voilà, c'est peut-être aussi un peu l'ego qui agit parce qu'il a tellement besoin qu'on se souvienne de lui, qu'on le valorise et qu'on l'aime, qu'il est même prêt à sacrifier sa vie pour ça. Donc ça veut dire sacrifier sa vie pour recevoir de l'amour de l'extérieur. C'est quand même assez tragique quand on y pense. Et là, je vais faire le parallèle avec des gens qui sont, par exemple, les gens qui veulent toujours arranger tout le monde, qui disent oui à tout, même quand ça leur coûte au niveau de leurs propres envies et de leurs propres besoins. Les gens qui vivent pour ou à travers les autres, qui font des sacrifices parce qu'il le faut, parce que c'est juste. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi souvent perçu dans notre société comme quelque chose de bien, c'est altruiste, c'est valorisé, etc. Mais je suis pas sûre que ça permette un réel épanouissement. Et en fait, à terme, le risque avec ça, c'est qu'on peut devenir aigri, on peut finir un jour par un petit peu se réveiller et puis avoir le sentiment que les autres ont toujours profité de nous, que finalement j'ai donné, mais qu'est-ce que j'en ai en retour et dans un cas comme ça, on va se placer un petit peu en victime et on perd tout notre pouvoir parce qu'on rejette la responsabilité de notre malheur sur les autres. Deuxième option dans notre crash d'avion, j'attrape mon masque à gaz le plus vite possible, je reste à paniquer dans mon coin et j'ignore la détresse des autres. Là, évidemment, j'aide personne, parce que je suis moi-même complètement pétrifiée et esclave de mes peurs. Et dans cette catégorie, on aura les gens qui ont peur de manquer de tout, d'amour, d'argent, de temps, des gens qui sont avares, qui cherchent le pouvoir et le profit, quitte même
à écraser les autres et qui sont super jaloux, qui veulent tout contrôler, etc. Donc derrière tout ça, ça a des peurs, et ces peurs, ça se travaille aussi, justement, avec le développement personnel. Et puis, troisième option, dans notre super avion qui se crache, je commence par me mettre en sécurité en mettant mon masque à oxygène, et une fois que je suis en sécurité et que je dépasse mes peurs, alors je peux commencer à aider les autres, et là j'aurai peut-être la chance de sauver 3, 4, 5 personnes ou plus, tout en restant moi-même en vie, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je cède pas à la panique, je jauge de façon pertinente le danger, et j'ai cet élan de contribuer pour le plus grand nombre sans pour autant me sacrifier. Et donc dans cette catégorie, on va retrouver des gens qui sont capables de mettre leur mental à leur service, donc d'évaluer une situation, de chercher une solution concrète, mais qui vont pas se laisser embarquer par des projections du mental, des projections hypothétiques qui vont finalement brouiller tout raisonnement rationnel. Ces gens-là sont capables aussi de dépasser leurs peurs limitantes et inutiles, et ils sont en même temps capables de gérer leurs propres émotions et d'en prendre la responsabilité. Mais voilà, pour arriver à ça, ça demande quand même un minimum de travail, parce que c'est pas comme ça qu'on nous éduque, hein, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à faire les choses. Et donc le travail sur soi, ça vise à atteindre une forme de complétude, enfin ce que j'appelle la complétude. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un podcast à l'occasion sur la complétude, parce que ça aussi, c'est un sacré gros morceau. Donc, enfin, quand on est en parfaite complétude, à ce moment-là, on va sentir l'amour qui circule de soi à soi. C'est une sensation comme ça où, en fait, c'est comme si on a l'impression qu'on est amoureux de quelqu'un, puis quelqu'un est amoureux de nous. Même si, en fait, on n'a personne dans sa vie, comme ça, on a cette sensation joyeuse d'amour qui est fluide et qui circule à l'intérieur de soi. Et quand on est dans cette complétude, alors l'ego peut se déposer dans cet espace d'amour. Parce qu'en fait, l'ego, il va sentir cette source d'amour qui est hyper solide. Et donc, il est rassuré. Et quand l'ego se dépose au centre de notre cœur, il se love comme un enfant contre sa mère, et là, il peut comme s'endormir en parfaite confiance, il n'a plus besoin de se manifester. Et quand l'ego arrête de se manifester, on agit par le cœur et on n'attend plus rien en retour. On est capable de donner de façon gratuite et illimitée. Et le truc encore plus cool, c'est que ça ne nous coûte plus rien. L'énergie qu'on a à notre disposition à ce moment-là, elle va nous permettre de prendre soin des autres sans qu'on soit épuisé ou vidé, après avoir passé 1 heure à écouter Jean-Claude, dont la femme s'est tirée avec le charpentier qui a refait leur toit l'été dernier. On va être capable d'écouter JC sans vouloir lui chercher une solution, sans vouloir qu'il arrête de souffrir, sans vouloir rassurer son ego en lui disant que le charpentier c'est un crétin. On va donc juste pouvoir être là, en pleine présence, pour que JC puisse se déposer. Et quand on va raccrocher, on sera tout aussi bien qu'avant. On va ressentir une compassion sans limite pour JC. On va être en totale compassion avec lui, en totale bienveillance, et pour autant, on ne sera pas atteint par son malheur. C'est-à-dire qu'on ne va pas être déprimé nous-mêmes, en fait. On sera dans cette compassion, mais ça ne va pas nous affecter. Donc voilà, en conclusion, je dirais aussi que si on veut aimer son prochain comme soi-même, il faudrait peut-être déjà commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Et j'ai envie de dire aussi que la qualité d'amour que j'offre à l'autre, elle équivaut à la qualité d'amour que je m'offre à moi. Si je ne sais pas prendre soin de moi, si je ne sais pas m'accueillir, alors je suis incapable d'accueillir l'autre. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. J'espère que ce podcast aura contribué à apporter peut-être un peu de clarté, qui va permettre de différencier cette histoire d'amour de soi avec les agissements de l'ego, et donc de cet égoïsme dont on parle parfois au sujet des gens qui pratiquent le développement personnel. Voilà.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça m'intéresse. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.